Rebonjour à toutes et à toutes. J'accueille aujourd'hui maintenant Anka Petre, donc CEO de 23 Consulting, qui va bien sûr nous parler des applications blockchain dans le monde de la santé. Donc, je vous laisse la scène. Merci beaucoup Yanis, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous faire un état des lieux des applications de la blockchain dans le monde de la santé. Donc, je m'appelle Anka Petre, je suis effectivement la fondatrice de 23 Consulting, où on détecte et décrypte les dernières tendances numériques dans la santé avec un fort focus sur la blockchain. Il y a quelques jours de ça, j'avais une discussion assez intéressante avec une collègue. Nous étions en train de lister les différentes applications, les différentes initiatives, projets qui ont lieu dans le monde de la blockchain en santé, qui ont eu lieu ces derniers temps. On a commencé à faire un listing, on a vu qu'il y avait énormément d'initiatives dans le domaine de la supply chain, et également dans le domaine du suivi des consentements, de l'accès aux données de santé. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'au-delà de simplement lister des applications, il y avait une question à laquelle peu de personnes réussissent à répondre aujourd'hui et qui reste un peu entourée de mystères. C'est pourquoi finalement la blockchain dans tous ces projets. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où on a tellement parlé de blockchain. Moi-même, ça fait 6 ans maintenant que j'évolue dans ce domaine, que plus personne n'ose poser cette question fondamentale. Mais pourquoi la blockchain? C'est presque comme si on avait honte d'admettre quelque part qu'on n'a toujours pas compris à quoi sert fondamentalement cette technologie. Et je pense que c'est le cas de bien plus de personnes que ce qu'on ne pense. En tout cas, je le vois autour de moi. À chaque fois qu'on aborde le sujet de la blockchain, il y a certes énormément de discussions autour des applications, autour des projets, des initiatives. Mais quand on en vient à se demander fondamentalement pourquoi la blockchain et pas une autre technologie dans ces projets, eh bien là, ça commence un peu à sécher. Et donc, je vais prendre les devants aujourd'hui et répondre à cette question que tout le monde, ou en tout cas beaucoup de personnes se posent et que beaucoup de personnes n'osent pas admettre qu'ils n'ont pas encore la réponse, c'est pourquoi finalement on utilise la blockchain. Pour revenir là-dessus, je vais vous donner l'exemple d'un projet sur lequel nous avons travaillé, qui est à la fois un exemple d'application de la blockchain, mais qui illustre aussi très bien la valeur ajoutée de cette technologie par rapport à d'autres dans le secteur de la santé. Il y a quelques années, en 2019, avant la crise sanitaire, nous avons travaillé sur la traçabilité des vaccins. Alors à l'époque, maintenant que la crise sanitaire est passée, on peut dire qu'on était très avant-gardiste de nous intéresser à ce sujet avant même que ça devienne un sujet d'actualité. Néanmoins, on avait effectivement travaillé sur la traçabilité des vaccins. On a travaillé sur cet exemple avec une ONG qui est responsable de l'envoi de vaccins dans des pays en développement pour créer des campagnes d'immunisation et cibler un maximum d'enfants. Cette ONG, on a discuté avec eux et on a compris qu'ils avaient 2 problèmes fondamentaux. Eux, tels qu'ils nous l'ont présenté, ils nous ont dit que à peu près la moitié des vaccins qu'ils envoyaient dans ces campagnes de vaccination dans différents pays du monde disparaissaient. C'est comme ça qu'ils nous ont présenté la chose. Ils nous ont dit, voilà, nous, on sait qu'on envoie une certaine quantité, mais en bout de chaîne, on arrive à en tracer que la moitié. Les autres, on ne sait pas ce que deviennent ces vaccins. Donc, en fait, ils avaient effectivement un problème de traçabilité et ils avaient aussi un problème de ce qu'ils appelaient des reporting incomplets, c'est-à-dire qu'ils avaient très peu de visibilité sur ce qui se passait de ces vaccins. Les rapports qu'on leur fournissait étaient incomplets. Et donc, cette grosse problématique, nous, on l'a divisée en 2 volets. Un premier volet qui est un défaut de collecte de données, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les vaccins étaient envoyés dans ces pays, peu de personnes étaient finalement en charge d'aller récupérer des données pour savoir où se trouvent les vaccins à l'instant T. Et le deuxième problème, c'était un manque de fiabilité des données. C'est qu'il y avait un doute par rapport à la véracité des informations qui étaient remontées. Tout simplement parce qu'il y avait aussi un enjeu financier derrière, où il fallait justifier de l'utilisation de ces vaccins pour pouvoir continuer à en recevoir. Et donc, il y avait un certain doute quant à la véracité des chiffres qui étaient remontés à l'ONG. On avait donc ces 2 problématiques en une, un défaut de collecte des données d'un côté et un manque de fiabilité des données de l'autre. Une fois qu'on a identifié ça,
on s'est demandé quelles étaient les potentielles solutions. Notre démarche dans cette étude que nous avions menée n'était pas d'aller directement vers la blockchain. Au contraire, la question c'était est-ce que la blockchain peut apporter quelque chose? Mais souvent, quand on rentre par la technologie et qu'on part déjà avec l'idée que la blockchain va aider, on est déjà un peu biaisé d'emblée. Donc nous, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution? Et dans un second temps, est-ce que c'est la blockchain qui répond à ces problématiques? Donc, pour un défaut de collecte de données, finalement, la réponse est assez simple. Il faut, d'une manière ou d'une autre, encourager la collecte de données de traçabilité des vaccins. Et pour un manque de fiabilité des données, il fallait aussi trouver une façon de s'assurer de l'intégrité de l'information dans le temps. Donc, finalement, quand je vous le présente comme ça a l'air vraiment tout simple, tout bête, mais c'était important pour nous de savoir comment est-ce qu'on allait aborder ces deux problématiques. Et une fois qu'on s'est dit que les solutions qu'on cherchait étaient soit d'encourager la collecte de données, soit d'assurer l'intégrité dans le temps de l'information, c'est là en fait qu'on s'est posé la question de quelle technologie on pouvait utiliser, dont la question de est-ce que la blockchain fait partie des technologies qu'on peut utiliser et pourquoi est-ce qu'on utiliserait la blockchain plutôt qu'une autre solution. Alors, ça a bien évidemment fait l'objet d'une étude beaucoup plus large que ce qui est résumé sur cette slide. Néanmoins, on s'est rendu compte que dans leur scénario, il y avait deux grandes raisons pour lesquelles ils pourraient utiliser la blockchain. Et foncièrement, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir dans quelle situation, dans quelles circonstances est-ce que la blockchain apporte une valeur ajoutée par rapport à d'autres technologies qui existent aujourd'hui. La première situation dans laquelle la blockchain nous semblait apporter une valeur ajoutée, c'est lorsque plusieurs acteurs doivent partager des informations sensibles et qu'aucun d'entre eux ne peut à lui tout seul garantir l'intégrité de l'information. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est dans un écosystème où plusieurs acteurs doivent partager des informations pour lesquelles on peut garantir l'intégrité, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être modifiées dans le temps. Ces informations sont sensibles. Néanmoins, aucun de ces acteurs ne veut ou ne peut prendre la responsabilité de garantir cette intégrité, soit parce qu'on ne fait pas confiance à un seul acteur, soit parce que pour des raisons politiques ou de gouvernance, on ne peut pas faire confiance à un acteur central. Et donc, cette responsabilité de garantir l'intégrité va être distribuée dans un réseau. Et donc, c'est ça qu'on essaye d'aborder quand on parle de blockchain. Le deuxième cas dans lequel ça nous semblait intéressant de faire appel à la blockchain, c'est quand il est intéressant, pour des raisons que ce soit économiques, de confiance, de gouvernance, des raisons politiques aussi, de s'affranchir d'un intermédiaire. Souvent, c'est un petit peu quand on aborde par exemple la blockchain sous le prisme des cryptoactifs, quand on l'abordait à l'époque sous le prisme du Bitcoin, c'était souvent par là qu'on entrait. On disait la blockchain, ça sert à supprimer des intermédiaires comme les banques ou des choses comme ça. Finalement, dans la santé, ce n'est pas forcément la voie la plus simple pour entrer, ou en tout cas, ce n'est pas ce qui justifie l'utilisation de la blockchain de manière la plus courante. On va pas vraiment essayer de s'affranchir d'intermédiaires, mais il y a des situations dans lesquelles on va passer par cette voie-là, notamment souvent pour des raisons soit économiques, où c'est moins cher d'enlever des intermédiaires, mais aussi pour des raisons, par exemple, politiques, où on ne souhaite pas avoir un acteur centralisateur et un acteur qui endosse cette responsabilité. Et donc, on va essayer de s'affranchir de cet intermédiaire, créer un système qui est distribué et dans lequel on n'a pas ce pouvoir central. Et ça, ce sont deux choses que nous avons relevées dans ce cas d'usage ici. Et donc, on s'est posé la question, dans notre cas, comment est-ce qu'on pouvait apporter une solution à ces deux problématiques. Donc d'abord, la première, c'était encourager la collecte de données. Comment? On l'a dit tout à l'heure, en apportant une incentive. Et là, on s'est dit que ça pouvait être une incentive financière, c'est-à-dire, en des termes très simples, payer des acteurs pour faire de la collecte et remonter des données. Le problème, c'est que les travailleurs avec lesquels nous étions en contact ne faisaient pas spécialement confiance à leur employeur pour les rémunérer. Parce qu'il y avait énormément de turnover, parce que les relations entre les employés et les employeurs n'étaient pas forcément idéales, surtout dans certains pays. Et donc, il n'y avait pas cette relation de confiance. Et donc, de manière très schématique, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas justement s'affranchir
de cet employeur et exécuter des paiements automatiques sur la base des informations qui nous sont remontées via des smart contracts. Donc ici, on est vraiment dans une logique de désintermédiation. C'est qu'on va s'affranchir de ceux qui exécutent les paiements pour faire des paiements directs aux employeurs via des smart contracts. Alors évidemment, il y a énormément de considérations annexes à avoir à ça, comme par exemple comment est-ce qu'on s'assure que les informations qui nous sont remontées sont véridiques et que ce n'est pas juste de la remontée d'informations pour avoir une récompense financière. Donc ça, c'est des choses que nous avons traitées. Mais globalement, l'idée principale était celle-ci. Et dans un second temps, comment assurer l'intégrité de l'information? Là, c'est un petit peu le cas d'usage un peu classique, on va dire, de la blockchain, en confiant la gestion des données à un tiers de confiance. Or, ici, nous n'avons pas pu identifier un tiers de confiance pour maintenir l'intégrité des données, car chacun avait des intérêts divergents, chacun avait des raisons de ne pas vouloir forcément que l'information reste la même dans le temps. Et donc, c'est pour ça qu'on a soumis l'idée d'utilisation de la blockchain comme une piste d'audit immuable. Et là, on est plutôt dans le volet décentralisation de la blockchain. Donc finalement, la raison pour laquelle je vous présente ce cas d'usage de la blockchain, c'est qu'il illustre assez bien le pourquoi on utilise la blockchain dans une situation, soit pour s'affranchir d'un intermédiaire, comme c'est le cas dans le premier volet ici à gauche, soit pour assurer l'intégrité de l'information dans le temps sans devoir se baser sur une entité centrale. Et donc ça, c'est le volet décentralisation qui est présenté ici à droite. Une fois qu'on a posé donc ce cadre de pourquoi est-ce qu'on utilise la blockchain dans certains scénarios, on peut aller un peu plus loin et se poser la question de quels sont les autres cas d'usage de la blockchain dans la santé. Là, il y en a un paquet, mais puisque je vois le programme de l'événement sur le reste de la journée, je vois que certains vont déjà être traités, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je voulais juste vous donner un aperçu assez global. Si on prend par exemple le fait de garantir l'intégrité des informations sensibles, la question que l'on doit se poser, c'est quelles sont les informations sensibles dont on dispose dans le secteur de la santé, des informations qu'on doit partager entre plusieurs acteurs et des informations pour lesquelles on doit garantir l'intégrité dans le temps. Ces informations-là, il y en a énormément. Il y a par exemple les ordonnances, il y a par exemple les consentements, et je sais qu'on va en parler aujourd'hui. Il y a par exemple les informations de traçabilité de produits de santé, que ce soit des produits pharmaceutiques ou des dispositifs médicaux. Et d'un autre côté, on peut aussi se poser la question d'automatiser certains processus sensibles. Là, on est dans la logique du smart contract. Ça peut être des choses comme dans notre cas d'usage, comme des paiements. Ça peut être aussi l'accès aux données de santé. Quand on ne fait pas confiance à un tiers pour garantir, pour gérer en tout cas l'accès qui est fait à nos données de santé, on peut automatiser cet accès, ou en tout cas on peut mieux gérer en tant que patient cet accès en utilisant la blockchain et des smart contracts, je vais revenir dessus. Et enfin, par exemple, l'anonymisation des données de santé également. Donc ça, c'est vraiment un aperçu très global de plein de cas d'usage différents. Et je vais vous donner 3 exemples plus précis pour illustrer ça. Le premier exemple, c'est un exemple qui est lié à la crise sanitaire. En tout cas, mes 2 premiers exemples seront liés à la crise sanitaire parce qu'il y a eu une sorte d'accélération de l'utilisation de la blockchain dans le secteur de la santé pendant cette période. L'utilisation de la blockchain pour la traçabilité des vaccins contre la Covid-19 a été faite en Angleterre, lorsque 2 hôpitaux de la NHS ont travaillé avec une société qui produit des capteurs de température pour les vaccins et une société qui développe des solutions en lien avec utilisant la blockchain. La problématique de ces 2 hôpitaux à l'époque, si vous vous en rappelez bien, c'est que les vaccins contre la Covid, surtout ceux venant de Pfizer, devaient être conservés à des températures très, très faibles. Je crois que c'était moins 70 degrés, enfin quelque chose de ce type-là. Et donc, c'était hyper important à l'époque d'être sûr qu'il n'y a pas d'écart de température, que la chaîne du froid est conservée. Et donc, la NHS a travaillé avec cette société qui fournit des capteurs de température qui sont habituellement mis dans les boîtes qui transportent les médicaments. Et cette société qui crée ces capteurs a fait un partenariat avec une société qui propose des solutions blockchain pour que toutes ces informations de traçabilité de la chaîne du froid soient automatiquement enregistrées sur une blockchain et qu'il y ait aussi des alertes automatiques qui soient déclenchées s'il y a des écarts de température informant toutes les parties prenantes
que sur un certain lot, par exemple, il y a eu un écart de température et que donc ce lot-là ne doit plus être utilisé en fonction de certaines conditions préétablies. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place en Angleterre par la NHS. Ensuite, on a aussi eu beaucoup de discussions autour de l'utilisation de la blockchain pour les passeports vaccinaux, pour empêcher la falsification de ce que nous on appelait les passes Covid ou les passes sanitaires, où voilà, il y a eu différents termes dans différents pays. Aujourd'hui, je ne sais pas si les passes, en tout cas les pays qui ont expérimenté la blockchain pour ces passeports vaccinaux ont réellement mis en place en production ces solutions-là. Je sais que le Brésil avait travaillé là-dessus. Je sais également qu'il y a eu l'État de New York avait travaillé là-dessus. Mais je ne sais pas aujourd'hui si c'était juste des preuves de concept ou des pilotes ou des projets qu'ils ont menés pour voir comment ça marchait ou si réellement ça a été utilisé en pratique. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont l'information, ce serait intéressant de la partager. En tout cas, il y a eu des initiatives de cet ordre-là. Et enfin, une dernière initiative qui est intéressante, celle-ci, elle est plus difficile à mettre en place, mais il y a énormément de papiers de recherche et de projets aussi autour de cette application, c'est l'utilisation de la blockchain pour les autorisations d'accès à ces données de santé. Comme vous le savez certainement aujourd'hui, les patients souhaitent avoir de plus en plus de contrôle et de visibilité sur l'utilisation qui est faite de leurs données de santé. Et donc, ils ont besoin d'avoir un moyen de gérer l'accès qui est fait à ces données, de décider de qui a le droit d'accéder aux données, qui n'a pas le droit d'accéder aux données, et d'avoir une traçabilité infalsifiable de tous les accès qui sont faits à leurs données de santé. Et donc, il y a énormément de réflexions en cours en ce moment. Je vous encourage d'ailleurs à lire aussi certaines publications scientifiques qui sont faites sur ce sujet, parce qu'il y a différentes pistes, différents usages de la blockchain qui sont envisagés pour justement permettre de garantir la fiabilité de l'accès aux informations et de s'assurer que ce que le patient décide est respecté. Et donc, sur ce sujet, et ça va me permettre d'élargir un petit peu la réflexion et de conclure, il y a un papier assez intéressant qui est sorti récemment dans Science, qui est un journal scientifique de renom, qui s'appelle « Comment les NFT pourraient transformer l'échange d'informations de santé ». Et ce que décrit ce papier, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir son wallet de crypto, on pourrait avoir son wallet d'informations médicales. Ce serait un wallet avec des NFT et ces NFT seraient reliés à toutes sortes de données médicales que l'on aurait. Par exemple, nos ordonnances, par exemple, nos bilans sanguins, par exemple, nos imageries ou toutes sortes d'autres informations, nos consentements, par exemple. Et donc, on pourrait avoir tout simplement son wallet avec toutes ces informations médicales et différents droits d'accès à ces informations qu'en tant que patient, nous pourrions gérer. Donc, il y a plusieurs scénarios qui sont proposés dans ce papier que je vous encourage à lire, qui expliquent comment est-ce qu'on pourrait mettre en place ce cas d'usage. Et donc, on voit bien aujourd'hui que la discussion, elle va bien au-delà de simplement la blockchain. Elle s'étend vers les NFT, elle s'étend vers le Web3 et aussi aujourd'hui vers le métaverse, et je vais conclure là-dessus. Puisque finalement, c'est peut-être ça le cas d'usage ultime de la blockchain en santé. Ce n'est pas juste résoudre un petit problème de consentement, de traçabilité, c'est peut-être tout simplement devenir le fondement de ce monde virtuel dans lequel nous pourrions évoluer, qui aura des établissements de santé virtuels dans lesquels un patient sera beaucoup plus acteur de son parcours de santé en possédant ces données via des NFT et dans lequel le tout sera basé sur un système de confiance transparent que sera la blockchain. Mais ça, c'est encore à méditer. Je vous remercie. Yanis, je ne t'entends pas. Pardon. C'était très clair, merci beaucoup. C'est ça que j'étais en train de dire pour tous ces éléments. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être laisser la place à des questions, si on a 5 minutes. Dans tous les cas, en fait, on va rentrer dans la période de pause jusqu'à 11 heures, mais si on peut peut-être avoir quelques questions de l'audience, s'il y en a. Sinon, je vais inviter tous les participants à se diriger vers... Ah bah voilà, elles sont tombées.
Alors, on a une question de Farid. En santé, la CNIL est très rigoureuse. Donc, est-ce qu'elle reconnaît la technologie blockchain en une technologie sécurisant les échanges selon le critère? Oula. Un enjeu important pour les entrepôts de données de santé étant la consolidation de plusieurs bases de données. Cette technologie est-elle reconnue par la CNIL pour garantir ces échanges d'informations, le secret médical, le RGPD, etc. Alors, je ne suis pas une experte de ces questions réglementaires. Je pense que la table ronde qui suit, il y a des personnes qui sont expertes Exact. là-dessus, donc je vais plutôt les laisser répondre. Mais je sais que la CNIL, à un moment donné, avait donné quelques informations, quelques renseignements sur un cadre très générique autour de la blockchain. Mais je ne saurais pas répondre précisément quelle est sa position aujourd'hui, donc je laisserai les experts se prononcer là-dessus. Vous êtes juste un petit peu en avance, Farid, de la prochaine table ronde. On aura deux avocats, enfin une ancienne et une avocate, donc votre question aura une réponse. On a une question de Christophe Lano. N'y a-t-il pas une opposition conceptuelle entre wallet NFT de nos données de santé et l'approche centralisée de type Health Data Hub? Je ne sais pas si c'est des approches contraires, je pense que c'est plutôt des approches complémentaires, puisque la vocation du Health Data Hub, c'est d'être un guichet unique pour accéder à des données qui sont anonymisées dans des contextes de recherche. Or, ici, on parle de wallet avec des NFT, de données personnelles identifiantes que l'on pourrait transporter avec soi, par exemple, d'un pays à un autre ou d'un établissement de santé à un autre. Donc, je pense que ce n'est pas incompatible, ce sont deux finalités différentes et deux usages, pour moi, qui sont complètement différents. Merci. On a une question de Pauline. Actuellement, les usages sont-ils développés par des professionnels de santé ou par des entrepreneurs en dehors du secteur? Un peu des deux. Il y a énormément d'entrepreneurs quand même qui ne viennent pas forcément du monde de la santé, mais aujourd'hui, ce n'est pas la majorité. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la plupart des applications sont quand même développées par des collaborations en fait entre des prestataires de services du monde de la blockchain, qui ne sont pas forcément experts de la santé, et des acteurs de santé, donc des industriels pharmaceutiques, des établissements de santé, même des médecins et du personnel soignant. Donc il y a un peu un mix de ces deux mondes qui arrivent aujourd'hui, et c'est pour ça aussi, je pense, que la plupart des applications voient le jour et vont au-delà d'une simple preuve de concept ou de quelque chose qui reste griffonné sur un bout de papier. C'est parce qu'on a ces deux compétences qui sont mises ensemble qui s'assurent qu'on fait un usage approprié de la technologie, mais qui répond aussi à un besoin terrain. On a une question d'Élodie. Merci Anka, très intéressante présentation, précieuse et pertinente. Merci d'être revenu sur ce fameux pourquoi de la blockchain par rapport à l'utilisation d'une autre technologie. Ah pardon, c'était même pas une question, c'était juste un commentaire. Mais Alejandro, pour reparler encore du RGPD, on va juste attendre la prochaine session dans laquelle votre question aura un petit peu plus sa place. Une dernière question peut-être de Yaman. Est-ce qu'on a un mapping exhaustif des applications? Je sais qu'il y a des bases de données qui existent. Il me semblait qu'il y en avait une. Je crois que c'était un Google Sheet partagé qui recensait des applications de la blockchain. Nous, on en a forcément dans nos bases de données. On fait un suivi et une veille de toutes les applications. Donc, s'il y a des questions particulières, je pourrais peut-être y répondre dans un second temps par mail avec grand plaisir. Très bien. Mais merci Anka, merci à tous les participants. Je vous donne rendez-vous voilà, à 11 h pour la prochaine session qui sera une table ronde consacrée à la blockchain et aux données de santé. Merci pour ton temps Anka. Merci. Très bonne journée à toi et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.